Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour la Squared Cycle Radio, 7ème édition de notre émission hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup à dire. Une nouvelle semaine commence, toujours les mêmes chroniqueurs à mes côtés. Comment vas-tu, Tim? Bah, ça va très bien, surtout vu le programme de ce soir, ça va être intéressant. Ça s'annonce très intéressant. Rome, comment vas-tu? Ça va très bien aussi. On a donc un programme plutôt intéressant cette semaine, au vu de l'actualité qui était plutôt pauvre, étant donné qu'on avait plutôt pas mal parlé des Survivor Series et que Takeover n'est pas non plus, enfin, un sujet auquel on a déjà débattu dessus. On a décidé cette semaine de parler de quelque chose plutôt général et de cibler certains points. Cette semaine, nous parlerons des centres de développement dans le monde de la lutte. Étant donné que la Dragon Gate a tenu cette semaine un show dans lequel elle a présenté ses nouveaux diplômés de son dojo, nous allons donc tenir une émission beaucoup de débats, très peu traitant de l'actualité. On va plutôt donner nos avis sur les divers sujets, Fonctionnement. exactement, fonctionnement de centres de développement dans le monde de la lutte que l'on a choisi. Et donc je vous propose, les gars, premier coup de cloche. Et on va débuter avec du classique, enfin classique en soi pour tout ce qui est développement, le Japon, le Puroresu, pardon, on va en parler beaucoup cette semaine, et on va parler de la Dragon Gate, étant donné que c'est eux qui nous ont lancé le sujet cette semaine avec, il me semble, c'est Brand New Gate, leur show de C'est cette ça, semaine, ouais. exactement. Un des shows de la semaine. Un de leurs shows de cette semaine où ils ont choisi de présenter leurs nouveaux diplômés du dojo, La classe 2016, on va dire. la classe 2016. Ouais. Du coup, Tim, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le fonctionnement à la Dragon Gate, en tout cas du centre de développement, comment il fonctionne du côté de la Bah, Dragon en, Gate? en gros, c'est un peu comme ce que faisait par le passé la WWE, c'est-à-dire créer leur propre star. La Dragon Gate engage des vrais lutteurs vraiment jeunes. Enfin, non, ils sont même pas encore lutteurs, ils n'ont aucune expérience. Elle va les former elle-même. Et donc ça peut prendre plusieurs années, hein, c'est long, c'est un vrai apprentissage. Et ensuite, au bout de quelques années, ils sont lancés dans le grand bain. C'est le cas cette année avec 5 nouveaux lutteurs, donc, dont 3 qui sont vraiment qui ont débuté au cours de l'année. Je crois que c'est le premier, c'était Futa Nakamura, et non pas Exactement. Shinsuke. C'était au mois d'août, quelque chose comme ça. Donc il y en a 3, et les 2 derniers n'ont pas encore fait leur début, mais ils vont débuter d'ici la fin de l'année. Donc ils ont été présentés là, cette semaine, surtout devant le public de Tokyo, au Korakuen Hall. Ouais. Donc c'est un beau lancement pour ces rookies. Exactement. Et du coup, on a eu ce show d'introduction, on va dire, et ce qui revient plutôt en cette année 2016, où il y a beaucoup de choses qui ont changé pour la Dragon Gate, notamment avec le départ d'Akira Tozawa. Tozawa, qui est la figure emblématique de la Dragon Gate, avec Shingo, mais je pense que le fait de Bah, perdre pour le public Tozawa, occidental, le oui, public voilà. occidental le connaît vraiment, quoi. C'est vraiment un des plus Voilà, connus. c'est celui qui a réussi à le mieux s'exporter, en tout cas, vers Bah, grâce l'étranger. à grâce à ses apparitions aux États-Unis, à Exactement. la Dragon Gate USA, mais aussi à la Pro Wrestling Guerrilla. Et à la WWE plus récemment avec le Bah ouais. Cruiserweight Classic. Et du coup, est-ce qu'on peut penser, Tim, que ce cru 2016, on va dire, la classe 2016 du Dragon Gate Dojo, va devoir suivre le sillage de Tozawa? Est-ce qu'on peut avoir un nouveau Akira Tozawa dans ces 5 nouveaux arrivants? Voilà, c'est un peu compliqué à dire ça vu qu'on connaît pas vraiment leur potentiel. Et puis surtout les rookies en début de carrière, c'est un peu toujours pareil au Japon. Ils vont arriver avec très peu de moves, avec peu de personnalité. Non, ils vont être, comment dire, en slip noir, l'habit typique du Ouais. rookie. Et c'est sur le long terme qu'ils vont développer leur personnalité. Donc est-ce qu'un nouveau Tozawa, je pense pas qu'on puisse le deviner aussi vite, quoi. Euh, Surtout que Tozawa, lui, il a bien longtemps avant de devenir ce oui, qu'il était à la fin. il a mis longtemps Enfin, à devenir ce qu'il est actuellement. Ouais. faut pas s'attendre à voir un mec péter la classe comme ça direct quoi. C'est Genre ça, ils vont pas t'auras pas exploser un, en quelques... ouais, t'auras pas un Mister 10 000 volts comme Tozawa ou un Rainmaker Okada qui arrivera comme ça et qui posera ses boules sur le ring et qui dira ouais je suis le nouveau Okada, tu vois, je suis le nouveau Tozawa. Non, ça se C'est ça. passera pas comme ça, tu vois. Mais Oui, et puis les pushs au Japon sont vraiment très longs à se mettre en place. mhm. La Ouais. hiérarchie
se bousculent pas aussi vite qu'aux États-Unis, quoi. Les push éclairs, ça n'existe quasiment pas. Ouais, et on voit bien que la Dragon Gate prend son temps, hein, c'est un peu leur marque de fabrique de prendre leur temps pour former les lutteurs, pour bien avoir, pour ne pas les lancer n'importe comment, on va dire, dans leur show, contrairement à d'autres qu'on verra un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que, Rome, tu penses que la Dragon Gate a réussi à se forger un roster? On parlait des Trueborn en off, qui sont les diplômés du Dragon Gate Dojo et qui ont réussi à s'en sortir, à avoir vraiment un vrai charisme et une vraie prestance dans le ring. Est-ce que tu penses, Rome, que la Dragon Gate, même de nos jours où malheureusement la WWE et même le continent américain en général a réussi à grappiller beaucoup de stars, peut réussir à garder ces lutteurs qu'elle forme elle-même et pour pouvoir justement les développer, mais seulement au sein de sa compagnie? Et je pense, en fait, c'est la force des fédérations japonaises, c'est qu'elles coûtent énormément sur la formation, en fait, et pour exporter ou pas ces lutteurs, en fait. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que le rythme auquel justement la WWE grappille les stars des fédérations japonaises, il est plus important qu'au rythme auquel les fédérations japonaises sortent des nouvelles stars. C'est vrai, ça. Et c'est un peu le problème auquel elle a commencé à être confrontée, c'est que t'as de plus en plus de mecs qui sont en train de partir à la WWE, qui sont des méga stars au Japon, et au final, dès que tu commences à grappiller un peu, tu te rends compte qu'en dessous de ces mecs-là, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une pénurie de grosses têtes en ce moment dans le Puroretsu actuel? Moi, je pense pas que ce soit une pénurie, c'est surtout qu'il Ouais, c'est pas une y a pénurie. des lutteurs qui ont un Voilà. très bon potentiel, mais qui sont pas encore mis en avant. Ouais. Justement, c'est peut-être l'occasion de les pusher comme il faut. Par exemple, Tozawa, c'était un peu le top face actuellement à la Dragon Gate dans les nouvelles générations, hein, parce que il y a d'autres gars comme Shima ou je sais pas, on va dire Yamato plutôt, parce que Shingo il est plutôt heal en ce moment, mais c'est la génération qui a été formée un peu avant. Maintenant, dans les nouvelles stars, on a peut-être T-Hawk. Non, Ouais. remarque, il vient de faire un heel turn. Mais bon, il y a des gens qui vont prendre la place, c'est sûr. Après, ça peut prendre un peu de temps, c'est le problème. En parlant justement de T-Hawk, et j'ai souligné en off que les Millennials sortaient tous du Dragon Gate Dojo. Mhm. La force de la... Sauf un, mais c'est Flamita, donc c'est un Oui, qui est Mexicain lui... qui vient en pré. Exactement. Mais est-ce que justement la force de la Dragon Gate, c'est justement d'avoir réussi à mettre en avant, grâce à leur clan, grâce à cette idée de mettre des clans ou des groupes, des stables en place, d'avoir justement mis ce groupe Millennials, qui au final s'en est super bien sorti. Enfin, moi, c'est un des clans que je préférais le plus à la Dragon Gate lorsque je m'intéressais à la Dragon Gate, du temps où tu m'avais donné envie de m'intéresser à la Dragon Gate, Team. Les Millennials étaient un clan que j'aimais beaucoup parce que c'était des rookies qui en même temps avaient une sorte de charisme et avaient une qualité in ring qui était plutôt pas mal. Et est-ce que tu penses, Tim, que le fait d'avoir ces clans, ça peut aider à l'intégration de certains lutteurs? Bah, ça permet de faire des pushs un peu plus éclairs. Enfin, un gars tout seul aurait peu de chances de s'en sortir. Alors que si tu mets 5 rookies ensemble, ils sont déjà une menace un peu plus importante. Et donc les millennials, c'était ça. C'était les 5 ou 6, je sais plus combien ils étaient, qui étaient partis en formation au Mexique. Ce qui est assez rare à la Dragon Gate. D'ailleurs, ils avaient fini leur formation au Mexique. Ouais, c'est là c'est qu'ils ça. avaient rencontré Flamita d'ailleurs. Flamita, C'est pour ça qu'il exactement. était revenu avec eux. Et donc quand ils sont revenus à Dragon Gate, ils ont formé un clan assez comment dire, avec un très gros potentiel et menaçant. Donc c'est vrai que c'était une bonne façon de les introduire. Enfin, Mais et justement, là, cette semaine, ça me fait penser que les 5 nouveaux rookies, là, ils ont déjà frappé très fort parce que ils ont attaqué Shima. Et ouais, quand en même. gros, ils se sont mis à 5 contre lui. Et en fait, finalement, ça s'organise un 5 contre 5 entre les 5 rookies contre 5 vétérans. Et ça sera pour le mois prochain, je crois. Ah, C'est Donc, ça commence fort. ça commence pas une mal. bonne façon de les tester, même si j'imagine qu'ils vont Vont, perdre, ouais, parce que ce serait pas très devoir se crédible. coucher forcément, oui. Mais oui, voilà, c'est comme, enfin, je vais faire un parallèle, il est peut-être dégueulasse à faire, mais tu prends la Nexus à la WWE, Oui, c'est le un même peu principe. stylé, hein. C'est le Ouais. même principe, c'est C'est ça. lancer Ah, des je suis jeunes d'accord. ensemble qui, avec
une personne, enfin la Nexus c'était qu'il y avait un leader charismatique qui était quand même Wade Barrett à l'époque, et qui avait vraiment impacté de par le fait qu'il soit c'est jeune, ça. mais en plus qu'il s'élève face à des entités un peu plus prenantes, type John Cena par exemple. Après la Nexus c'était pas que des rookies non plus. T'avais comme Oui, mais Daniel c'était des Bryan rookies en dedans, termes... Enfin, Dans ils la débutaient WWE, quoi. Ouais, voilà, dans la C'était- timeline Ouais. de la WWE, c'était Ouais. des Ils avaient fait débutants. NXT, quoi. À l'époque, NXT, c'était vraiment... c'était autre Ouais, chose mais que maintenant. on sait tous très bien que NXT de l'époque, c'était des mecs qu'on présentait comme des rookies, alors que les Ah mecs, oui, non, mais Oui, il y en avait gros, des si rookies tu qui étaient veux, meilleurs que les. Ça, c'est tu vois. si tu c'est veux, clair et ils net. étaient rookies in kayfabe. Ouais, c'est Mais, ça, Ouais. ouais, exactement. Exactement. Et Mais là c'est des vrais rookies, tu vois, là, c'est genre des vrais rookies, oui. c'est des vrais rookies qui ont pas d'années d'expérience. Et le truc justement qu'on peut se demander avec ça aussi, c'est au niveau du ring, est-ce qu'ils sont pas un peu trop verts, tu vois? Ah bah sûrement, mais justement, il faudra des années pour qu'ils se Ouais, bah perfectionnent. ouais. Donc après, bah ça c'est entre guillemets le côté, bah, pendant des années, on va les voir perdre quasiment tous leurs matchs, hein. C'est souvent ça au Japon. Les premiers temps sont très durs, faut s'accrocher. J'imagine le mec qui débute, il va se dire, bon, ça se trouve, pendant 1 an, 2 ans, je vais perdre tous mes matchs. Donc ouais, faut le totalement. vouloir, hein. Et, Après faut pas qu'ils fassent une Eva Marie, quoi, mais bon. et Tim, Voilà. Ah ouais, non, peut-être pas quand même, mais... on parle de on parle de la Dragon Gate, et c'est vrai que tu m'avais dit qu'il y avait ce vase clos qui avait été créé à la Dragon Gate, Mm. et on disait que justement le fait que ce vase clos soit créé, ça donne quand même l'envie à certains lutteurs de la Dragon Gate, comme Tozawa, comme Sima, comme Shingo par exemple, d'avoir une certaine fidélité par rapport à la fédération. C'est un gros plus quand même. Bah Tozawa, finalement, pas tant que ça, parce qu'il est parti de... Oui, mais enfin bon, on voit bien que son... Le mauvais exemple, Merci C'est beaucoup ça. Tim, qui vient de casser mon sujet, merci. C'est ça. Mais les autres, c'est vrai qu'il y a une vraie loyauté. Et c'est quand même impressionnant de se dire que c'est des mecs qui ont débuté la Dragon Gate il y a 10-15 ans et qui sont toujours là et qu'ils affrontent toujours les mêmes mecs depuis 15 ans. Alors le roster est intéressant, mais il se renouvelle pas tant que ça finalement. Mhm. Quoique ces dernières années, il y a peut-être plus de monde qui débute. Mais c'est une fédération en vase clos. Et moi, je trouve que c'est à la fois un point fort parce qu'ils savent finalement ils savent gérer leur roster comme il faut, Mhm. et un point faible parce que voilà, quand tu suis la Dragon Gate, tu peux te lasser à force de voir les mêmes affiches. Bah, le but d'un vase clos, c'est que c'est à un moment donné, c'est justement clos, donc ça tourne en rond, donc il y a une boucle qui se répète. Alors peut-être que tu peux modifier des clans comme ils le font, en créer de nouveaux, etc. Mais les têtes en soi ne Rien quand peuvent pas même. changer. enfin, c'est pas un vase totalement clos non plus, parce que enfin, on voit bien qu'ils rajoutent quand même des têtes au fur et à mesure, puisque t'en as qui s'en vont, t'en as qui partent dans d'autres fédérations, et t'en as qui Pas tant prennent que leur ça, retraite, pas tant que tout ça. simplement, tu vois. Les retraites, il y en a eu Ouais, pas oui, eu tant que ça ces dernières années. c'est Les rare, départs dans mais, d'autres fédérations, il y a Tozawa, mais c'est tout. Et sinon, bah, ils comptent surtout, c'est sur les Gaijin, notamment comme Ricochet. On a eu Apollo Crews, donc Apollo c'était Crews, One Nation. enfin UA Nation. il y avait pas qu'à l'époque aussi. Il y a eu Ouais, bah Pac, oui. que Pas Adrian que Adrian Neville, Neville. Rich Swann aussi, ça en fait du monde, Ah, qui est maintenant à WWE. Rick Swan et Ricochet ont commencé leur Il y a tag eu, team là-bas. bah, Et d'ailleurs, d'ailleurs, quand on se dit ça, faut se dire, tu vois, que bah Pac, Apollo Crews, Apollo Ouais, Crews, c'est vrai qu'on Rickson, bah on tout dit ce ces petit nom-là, il est noms-là parti à et la WWE, tu c'est vois. vrai que c'est Genre tu dis ça. tous ces noms-là et en fait ils sont tous à la WWE maintenant. ouais, On mais donne. à la Dragon Gate, c'était vraiment des gars de passage. Ils se sont formés Ouais, ils ouais. sont restés pendant 1 an, 2 ans, mais pour des petites tournées. Mm. Bah C'était un après peu en fait c'est que ces tournées-là c'est que ces tournées-là leur ont apporté de l'expérience et leur ont Ah oui, permis après avoir un ticket de sortie pour le territoire américain, mais toujours dans l'antre de la Dragon Gate, et c'est ça dont je voulais vous parler troisièmement dans cette partie de la Dragon Gate USA, qui en fait était une alternative pour la Dragon Gate de s'exporter sur le continent américain, tout en envoyant là-bas leurs rookies pour qu'ils puissent gagner en expérience, et en plus de ça les faire pas s'adapter mais faire face à un style plus occidental que le leur, et du coup la Dragon Gate USA était un bon concept, mais malheureusement qui a été mal utilisé. La Dragon Gate a perdu son existence il me semble l'an dernier, où il y a Dragon Gate USA, tu veux oui, dire. la Dragon Gate USA, excusez-moi. L'an dernier, où il y a 2 Peut-être ans, 2 ans même, je crois. a été avalé exactement par la Evolve. Rome, est-ce que tu penses que la Dragon Gate USA aurait dû être un concept qui aurait dû être poussé plus et qui n'aurait justement pas dû être associé à la Evolve trop rapidement peut-être? Je sais
Pas vraiment en fait, parce que au final, est-ce que c'est le fait de s'associer avec l'Evolve qui l'a fait tomber, ou est-ce que c'est le fait que bah ça a tout simplement pas marché et que c'est pas été suivi quoi. Mhm. C'est soit l'un, soit cette raison-là, soit l'autre. Non, Donc moi au je pense final, que je c'est sais le pas. Dragon Gate USA qui a... En fait, dans un premier temps, on avait vraiment beaucoup de lutteurs japonais qui étaient envoyés à la Dragon Gate USA Ouais, pour Totalement. c'est ça. affronter des lutteurs américains. C'était vraiment un peu un clash Amérique contre Japon. Mais Chaque show, il y pendant un moment, avait... pendant un il y moment, on en entendait vachement parler, on en entendait beaucoup parler Là, quand ça s'est de lancé, c'était en partout. 2009. Personnellement, c'est la première fédération, enfin, c'est une fédération qui m'a vraiment lancé dans l'indie à l'époque. Et donc ensuite au Puroresu. Et j'avais adoré les premières, la première année qui était excellente. Et petit à petit, en fait, les Japonais apparaissaient de moins en moins. Donc c'est devenu une fédération américaine classique. Et puis finalement, il y a eu la Evolve qui s'est greffée en partenariat. Et puis au final, on se dit, enfin, ils ont dû se dire, quel est l'intérêt de garder la Dragon Gate USA si on n'a plus de lutteurs de la Dragon Gate? Ouais, Donc, bah c'est ça, Ouais, mais c'est ça. totalement, totalement. Et est-ce que donc justement la Dragon Gate a peut-être oublié le fait que ils pouvaient envoyer leurs jeunes là-bas, ça aurait pu aider, ça aurait pu en oui, plus c'est vrai qu'ils n'ont pas envoyé ressourcer. Alors ils sont pas servi tant de ça déjà vas-y, vas-y, vas-y. dans la Dragon Gate USA. Ils les ont envoyés au Mexique à une époque, alors que justement c'était à la même époque la Dragon Gate USA était en perte de vitesse. Donc je Mhm. pense qu'ils auraient peut-être dû faire ouais, Utiliser, c'était une oui, bonne idée. utiliser la Dragon Gate USA comme enfin, rampe de lancement et qui en plus aurait donné à la Dragon Gate USA de la notoriété et en plus de ça, qui aurait redonné un certain galon aux jeunes qui étaient envoyés là-bas, ça aurait été une alternative. Mais encore C'est une vrai. fois, ils étaient liés à la Evolve et peut-être que la Evolve avait une autre version ou une autre idée des faits. Et même la Dragon Gate, peut-être que pour eux, c'était peut-être pas Mais, lucratif de les envoyer là-bas. Oui. Et à un moment mais donné, ça bloquait. du coup, est-ce que c'est pas aussi le fait que la Dragon Gate USA, le fait que la Dragon Gate USA se soit associée avec la Evolve, est-ce que c'est pas ça qui a décidé la Dragon Gate à dire bah on va investir un peu moins Ah bah Il y totalement, a, je pense sur qu'il... la Dragon Gate USA il y a un et truc du il y a coup un truc à noter voilà aussi, quoi. c'est que comment dire, le vice-président de la Dragon Gate USA, c'était Gabe Sapolsky, Gabe donc le Sapolsky, président de la Evolve. actuellement ouais, président de la Evolve. Président de la Evolve, donc en fait c'était lui qui tenait les deux fédérations, et que c'est lui, à mon avis, qui a pris la décision de stopper enfin, en gros, Ouais. d'absorber Mais il me la semble Dragon Gate il y USA. avait eu conflit avec Salamawi qui est qui est le copropriétaire de la Evolve et il me semblait que j'avais vu des news comme quoi Sapolsky voulait donner de l'importance à la Dragon Gate USA, mais derrière Amawi lui disait qu'il ne pouvait pas parce que ça dégradait l'image de la Evolve et du coup il y avait vraiment un conflit d'intérêts autour de ça. Sapolsky était du coup le cul entre deux chaises et on voit aujourd'hui qu'il a choisi la Evolve, peut-être un concept un peu plus novateur, mais c'est pas forcément bon pour la Dragon Gate parce que encore aujourd'hui il y a la Dragon Gate UK qui est encore active. J'ai été surpris de le Ouais, voir lorsque j'ai fait mes c'est recherches. c'est pas vraiment une fédération, c'est plus la Dragon Gate quand qu'elle fait une Quand tournée elle fait une en tournée Angleterre. Ouais, ça. oui, En voilà, Angleterre, elle en invite quelques Angleterre. lutteurs anglais et ils font un show un peu en commun, mais c'est pas Mais vraiment. ce qui est impressionnant, c'est que là aussi, avec l'essor actuel des fédérations indépendantes britanniques, relancer un concept comme la Bah, Dragon Gate justement, UK, je- ça pourrait être c'est sympa. vrai que ça pourrait être excellent. Et justement, je trouve que ces dernières années, la Dragon Gate s'est vraiment encore plus repliée sur elle-même. Ouais, Alors que voilà, en 2009, entre 2009 et 2014, il y avait eu un essor de la Dragon Gate mondial. Et puis même avant, Mm. en 2006, il y a eu un gros partenariat avec la Ring of Honor. Ça a fait des très ouais. bons matchs, notamment il y a eu un match de l'année, je crois que c'est match de l'année 2006, toute fédération confondue. C'est un match à la Ring of Honor entre 6 lutteurs de la Dragon Gate. Ouais, Et bah oui, ça montrait bien, bah déjà ça montrait bien l'attrait de la Ring of Honor pour le continent asiatique, et en plus de ça, ça montrait bien que la Dragon Gate avait, et a toujours d'ailleurs, de la qualité sur le ring, et c'est quelque Et chose après qu'il faut pas oublier. est-ce que c'est pas la Dragon Gate elle-même qui a décidé de se replier sur elle-même justement pour se c'est développer possible. elle-même au Japon, tu vois? Parce que enfin quand tu parles de la Ouais, Dragon mais c'est un Gate au peu Japon, dommage justement de passer à côté de partenariats et qui peuvent la faire connaître encore plus. Parce que là, vu qu'elle se replie, et ben, les Américains qui regardaient la Dragon Gate en voyant des gars comme Ricochet et compagnie, maintenant ils ne les voient plus. C'est un peu dommage. Confirme. et après elle voulait peut-être se concentrer sur sa croissance au Japon par rapport à la NJPW qui Ouais, prenait voilà, il y a plus en plus toujours un d'avance, quoi, parallèle et qui qui est a fait toujours une avec la importance considérable. NJPW qui malheureusement Ouais. prend de la place et qui du coup, bah, pour les autres fédérations qui pourraient prendre de la place, bah, les oblige à revoir leur plan pour pouvoir On dirait même mieux se développer.
on dirait pas comme ça, mais on sait pas, tu vois, genre peut-être la Dragon Gate ça allait pas si bien que ça pour le Japon et que du coup bah ils pouvaient pas se permettre de financer plus que ça la Dragon Gate Ouais, USA c'est bien pour les mettre possible. là-bas. C'est peut-être des Ouais, problèmes mais ça financiers. n'empêche pas. La Renegade USA, c'est une entité en elle-même, donc c'est vrai que c'est compliqué Ouais. de gérer deux fédérations, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres partenariats pour faire venir du monde de temps en temps. Ça Exactement. doit pas coûter Ouais. tant que ça, tu vois. Faire un partenariat avec la Ring of Honor, bon maintenant avec la New Japan, mais avec une autre fédération, ou je sais pas, en Angleterre avec par exemple La ICW ou la Par voilà, Progress. ou la exemple. Progress, Par exemple. parce Ouais, que la par Rev exemple. Pro est en partenariat avec la New Avec Japan, la donc New là aussi Japan, c'est ouais. compliqué. Donc voilà. Mais c'est Mais on vrai dirait que pas je du crois tout ça parce je qu'on a crois un invité de la ICW la semaine dernière, c'est pas du ça, tout, je sais pas de totalement. quoi vous parlez. Non, allez voir l'émission de la semaine dernière. Bon, non, mais c'est pas le style de la maison. Coup de cloche, messieurs. Et comme on en parlait de plus en plus, on va dire, dans ce débat, on va tourner nos yeux vers une autre fédération japonaise, une que l'on connaît carrément plus, hein, que notre public devrait, à mon avis, connaître un peu plus que la Dragon Gate, la New Japan Pro Wrestling, qui, elle, jongle entre respect et expérience pour monter ces nouvelles stars vers les sommets. Un autre modèle asiatique à souligner, enfin un autre modèle japonais, on va dire, de développement, de centre de développement, la New Japan, elle, prend totalement le côté inverse, on va dire, Tim. Ils lancent directement leurs lutteurs dans leur show. Effet inverse, je sais pas. Mais c'est vrai que les lutteurs vont peut-être passer plus longtemps. Les rookies sont présentés. Déjà, il y en a moins à la fois, c'est un de temps en temps. Ouais. Et Ouais. non, le côté, je comprends pas quand tu dis effet Inverse dans le inverse. sens où la Dragon Gate va sortir les gradués, j'allais dire, mais les diplômés de leur dojo, c'est-à-dire t'as 5 personnes qui sortent, ou voilà, souvent ils sont en groupe. Alors que là, c'est vrai que la NJPW, on en voit un de temps en temps, il l'envoie dans ses shows, alors que la Dragon Gate, elle, les fait s'entraîner d'abord dans le dojo. Tu vois, c'est ce parallèle-là entre le fait de s'entraîner dans Oui. un centre de développement et s'entraîner directement dans les shows, mais avec quand même cette expérience du rookie Oui. qui ne pourra Bah, pas la New Japan a avancer aussi, trop rapidement. la New Japan a aussi un dojo, mais je pense que c'est plus en parallèle. Ouais. C'est ça. C'est Ouais. en parallèle, et quand un lutteur est un peu plus expérimenté, il commence à faire des tournées avec avec le reste du roster. Et là aussi, il va progresser petit à petit. Ces dernières années, on a eu quand même Sho Tanaka et Yohei Komatsu. Rien que sur cette année, on a eu quoi? On a eu 3, 4, 5 rookies cette Ouais, année il qui y en ont a eu pas commencé. mal là, en fin d'année, là, parce qu'ils ont commencé Ouais. à lancer des shows qui s'appellent Lionsgate Project. Ouais, c'est ça. Et ça, donc là, ça permet de présenter des lutteurs, des rookies, et de les faire affronter des luttes. Souvent, c'est comme des vétérans, notamment des vétérans de la Noah pendant plusieurs shows. Et donc après, c'est vrai que c'est des lutteurs qui vont prendre de l'expérience sur ring devant un public, un grand public, parce que des fois, ils vont apparaître en pay-per-view. On sait que la New Japan aime bien faire des matchs à 4 contre 4, Ouais, par 3 contre exemple. Ouais. 3. Et les rookies ont souvent leur place dans ces matchs un peu bouche-trou, mais ils gagnent de l'expérience comme ça. Et là aussi, ils vont perdre pendant quelques années avant de partir au Japon, au Mexique souvent Au d'ailleurs. Mexique, ouais. Ouais, bah oui. Et c'est vrai Mais que c'était le cas de Sho Tanaka et Kohei Komatsu là, qui sont partis Et Par notamment exemple. Japon, au Kama Mexique, Itachi, pardon. là, Kama Itachi qui vient de Ouais. revenir qui sous vient le de nom revenir, de... notre time vient de bomb, revenir, ouais. notre pétard mouillé C'est de ça, la la Time Bomb, il NJPW. vient de revenir du Mexique. Et maintenant, en fait, il a commencé sa carrière au Japon, il a perdu beaucoup de matchs pendant quoi, un an ou deux. Ensuite, il est parti au Mexique où il a gagné. Il a eu un personnage un peu différent d'ailleurs au Mexique. Il a trouvé un personnage, c'est souvent ça. Et ensuite, après un run au Mexique, ils reviennent et là, ils sont vraiment lancés. C'est un peu, Ouais, c'est Ouais. ça. C'est Avant, un peu le schéma de la c'est le NJPW. schéma un peu Ouais, c'est ça. typique. Avant de parler des partenariats qui permettent de prendre du galon à ces lutteurs-là, j'aimerais qu'on parle de la hiérarchisation des lutteurs qui, à la NJPW, est vraiment importante. Rome, tu Au penses que Japon en c'est... général, Au hein, parce que, Japon, oui, enfin, même en Ouais, général. dans les grandes fédérations, là, on parle New Japan parce que c'est la dernière grande fédération debout, mais dans l'époque de la All Japan, les années 80-90, c'était déjà ce système. Et du coup, oui, je reprends ma question parce qu'on m'a coupé, hein, merci. C'était pour préciser. Non mais oui, l'anecdote, Monsieur Pourreau de Monsieur notre anecdote. Square Red Circle, c'est ça, Monsieur Anecdote. Et c'est vrai que cette hiérarchisation, on la sent vraiment dans les shows. Et Rome, est-ce que tu penses que c'est une chose que
d'autres fédérations, exemple aux États-Unis, devraient prendre en compte pour pouvoir peut-être mettre en avant, pas forcément la WWE ou la TNA, mais des fédérations indépendantes, peut-être prendre ce schéma-là pour vraiment montrer les nouvelles têtes et les têtes bien affichées de leur fédération. Les fédérations indépendantes, ouais, peut-être, pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Après, le système des fédérations indépendantes aux États-Unis, c'est pas vraiment le même que celui du Japon. Parce que la NJPW, elle a plus un système vraiment à la WWE avec des contrats pratiquement Son exclusifs. propre roster, voilà. Ouais, voilà. vont pas apparaître ailleurs. Que la PWG, par exemple, juste comme un exemple comme ça aux États-Unis, elle invite seulement les lutteurs et elle les book pour leur show. Et si les lutteurs ils pas, ils l'ont pas, tu vois. Oui, puis c'est compliqué de faire passer un de tes gars pour un rookie en développement et en même temps dans une autre fédération à côté, il va gagner tous ses matchs. Ouais, c'est ça. Il y a oui, ce problème d'équilibrage à travers le fait de ne pas avoir l'exclusivité des lutteurs. Et c'est vrai que c'est devenu un problème que la Ring of Honor a essayé de prendre en main. Notamment avec le top prospect qui est Lio Rush cette année, très 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 bon espoir de la lutte américaine à suivre parce que franchement il a beaucoup de potentiel, mais voilà, la Ring of Honor essaye de faire ça, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus la Ring of Honor essaye de se caler sur le système japonais. De toute façon, en ce moment, on peut vraiment dire qu'ils sont en train de tout faire comme la New Japan. Ils ont même créé leur titre trio alors que la New Japan a fait ça cette année, quoi. Et c'est vrai, que c'est assez impressionnant. Cette hiérarchisation des lutteurs, elle est importante. Mais t'en parlais tout à l'heure, Tim. Il y a aussi les partenariats qui aident énormément à la New Japan. Donc le partenariat, il y en a plusieurs. Au Mexique, on a la CMLL. Aux États-Unis, c'est la Ring of Honor justement. Et donc on a des lutteurs qui sont envoyés pour plusieurs mois ou plusieurs années, qui partent en développement. Et c'est là qu'ils sont formés. Donc au Mexique, on a eu en ce moment, je crois au Mexique, on a Shota Naka et Yohei Komatsu qui combattent sous le nom de Reijin et Fujin. Donc c'est anecdote, c'est le dieu de la foudre et le dieu du vent dans la mythologie japonaise. Il me semble qu'ils ont changé de nom d'ailleurs, mais je sais plus. Non, ils ont changé de nom juste pour une apparition à la ROH. Ils sont appelés Sho et Yo. Donc ils les recherchent leur nom, c'est impressionnant. Enfin ça c'est la Ring of Honor qui a dû imposer ça, qui a dû choisir ça vite fait. Bien sûr. Mais et donc en ce moment aussi à la Ring of Honor, je crois qu'on a eu Kama Itachi qui a fait un petit passage, mais on a aussi Jay White. Oui, aussi, qui est néo-zélandais et qui réussit à faire des bonnes choses à la Ring of Honor. Et malheureusement, j'avais lu sur un Reddit qui parlait justement de la Ring of Honor que il y a plusieurs fans qui pensaient que Jay White était sorti du développement de la Ring of Honor. Non. Alors que c'est pas du tout le cas et c'est un danger aussi pour la New Japan de s'exporter à l'étranger et pour leur gaijin, on va dire, parce qu'il y a quand même des gaijin qui sont formés sur place. Se dire David Finlay aussi. David Finlay qui maintenant est en équipe avec Ricochet. De façon constante. Est-ce que c'est pas un danger de s'exporter et de voir ces jeunes briller dans notre fédération et de pas réussir à leur donner le même échelon dans leur fédération team? Et quand ils vont revenir, c'est vrai qu'il faudrait que le push y suive, parce que sinon ça serait un peu dommage. Mais justement, s'il marche à la Ring of Honor, je pense que ça sera une bonne façon de lancer un nouveau gaijin. Mais entre guillemets, made in New Japan, ils en sont fiers. C'est ça, et surtout, je pense, le fait de lancer un gaijin, justement, ça montrerait énormément de choses. Ça montrerait justement que les gaijin peuvent s'adapter au style Puroresu. C'est vrai qu'on a longtemps dit que la Puroresu était beaucoup fait pour les Asiatiques, alors que on voit que des lutteurs comme Jay White, comme David Finlay réussissent à s'y adapter, et surtout se dire que c'est eux qui l'ont lancé, qu'il vient du continent japonais, et que du coup, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on peut former des lutteurs américains. C'est vraiment un message à lancer, et je trouve ça très bien d'ailleurs. C'est une marque de formation que la NJPW commence à mettre sur certains des gaijin qui sont formés à son tour. Exactement, donc je disais que ça pouvait leur porter préjudice de les envoyer à l'étranger, mais ça peut aussi être un gros plus pour la fédération, pas pour le lutteur. Pour le lutteur, c'est clair que c'est un gros plus de voyager et d'aller dans différentes fédérations, mais c'est vrai que pour la fédération, se dire qu'ils envoient des lutteurs et que les lutteurs réussissent, et qu'en revenant, ils réussissent, comme tu
tu disais, Tim, à leur donner cet échelon ou ce push qu'ils méritent, ça peut aussi vraiment donner des idées à d'autres lutteurs américains et justement pas avoir que cet export du Puroresu vers les États-Unis, mais aussi des États-Unis ou du continent britannique vers le Puroresu. Ça pourrait être super intéressant à suivre. Bah après, préjudice assez moyen, parce que, enfin voilà, le fait est que dans la réalité, le mec, il a quand même été formé par un New Japan, donc Ouais. quoi qu'il arrive, il a la marque de fabrique New Japan sur lui, donc s'il réussit, Oui, on verra que la de toute gloire de la manière, formation, oui, voilà, on va c'est ça. dire, va Totalement. sur le dos de la New Japan, donc Pour voilà. la New Japan surtout. Pour la New Japan. Et c'est vrai que c'est une chose intéressante qu'on retrouve aux États-Unis, c'est la fierté d'avoir formé son lutteur, comme par exemple la Dragon Gate, comme par exemple la NJPW, et comme par exemple Et la... et justement, ça crée une loyauté, ça, de former ces lutteurs en général. Les Alors, lutteurs sont loyaux à la fédération dont ils viennent. alors Et ça, c'est important. je vais vous donner une anecdote. J'allais lancer la cloche pour la 3e partie. Et Tim vient de me Ah. couper, mais d'une force. Je me suis pris J'aurais eu un truc à redire Oui. aussi sur la hiérarchisation. De toute Ouais, façon. Oh, c'est pas le seul. je me suis pris un tacle par derrière, mais violent, mais d'une... Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu voulais dire sur la hiérarchisation, Rome? Que du coup il y avait certaines exceptions par rapport à la hiérarchisation, Ouais. parce que du coup quand on voit David Finney, bon alors c'est le titre Rio, c'est pas non plus énorme, Oui, c'est pas mais fou non plus, quand tu le vois que quand même il est passé devant par exemple Sho Tanaka ou Yuri Komatsu, bon que eux étaient partis au Mexique, donc du coup tant pis pour eux, voilà, mais du coup lui il s'est trouvé, moi je trouve qu'il s'est trouvé au bon endroit au bon moment, et Moi, du je coup, pense- Il a vraiment profité c'était un peu compliqué. il a profité Du forfait du fait que Matt Seidel soit interdit. Ouais, bah, Après, je pense que pour David Finlay, il y a une chose à prendre en compte, c'est Finlay, tout court. C'est son nom de le famille. nom, oui. Ah oui, Tu ça, peux pas m'enlever c'est de un plus. l'idée que parce qu'il est un Finlay et que mine de rien, Fit Finlay est quand même une base dans le monde de la lutte mondiale, de toute c'est un manière. nom Mondial, reconnu, ouais. Je pense que le fait d'être un fils de permet aussi à David Finlay de prendre certaines places. Alors c'est peut-être vu comme une injustice à la NJPW, je ne sais pas. Ouais, mais il mérite quand même. Mais c'est vrai qu'après, il prendrait cette place-là et ne serait pas au niveau des équipes dans lesquelles il est, avec lesquelles il porte les titres trio. Encore, ça pourrait porter à discussion. Sauf que là, ce qu'on voit de David Finlay depuis qu'il est énormément mis en avant, c'est que plus ça va, plus il est bon. Il n'a pas de décroissance de niveau et il tient sur tout le niveau parce qu'il faut quand même y aller dans le ring avec Ricochet en tag team et avec j'ai plus le nom de leur partenaire Kojima pardon. Kojima. En trio, il faut quand même y aller, affronter The Elite, affronter les Chaos, etc. Faut y aller et il porte vraiment cet étendard. En plus, sa force, selon moi, c'est de ne pas avoir encore de clan. Il n'a pas de clan attitré, il n'a pas fait partie du Bullet Club, de The Elite, il n'a pas fait partie du Chaos, des Suzuki Gun. C'est un Young Lion totalement indépendant et c'est pour ça que David Finlay a énormément à faire à la NJPW et on l'annonçait dans différentes fédérations pour des shows indépendants. Je pense que la NJPW va vraiment devoir le museler, le garder le maximum de temps possible pour pouvoir justement en faire un gaijin formé chez eux, certes avec un nom qui fait que les gens savent de qui on parle, mais mine de rien, qui va pouvoir aller titiller dans quelques années, pas de suite bien sûr, mais dans quelques années, des titres solo un peu plus intéressants. Enfin, David Finlay est l'exemple même du développement à la NJPW, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'ils ont formé par eux-mêmes, qui a quand même un minimum de prestige, mais qui réussit à outrepasser son nom et dans le ring à nous donner de la qualité. Et franchement, si la NJPW réussit à faire ça avec par exemple Sho Tanaka qu'on citait tout à l'heure, et qui font ça avec la plupart de leurs rookies sans les intégrer à des clans, je précise bien, parce que le Bullet Club a servi à lancer pas mal de monde mine de rien. Je pense que ça peut être positif pour énormément de monde dans le centre de formation de la NJPW. Est-ce que vous avez des choses à dire? Non, je peux passer au suivant ou pas? Juste pour rebondir. Rebondis, vas-y.
Je pense que tu as un peu raison avec l'histoire de nom qu'il fait parce que bah t'as Cody Hall aussi qui est parti sur le Oui. Booted Club et Bah, alors que c'est ce le que mec c'est pas du tout connu quoi. voilà, Et le parallèle que je voulais dire, c'est que Cody Hall, lui, on l'a lancé dans le Bullet Club et que moi, Directement. franchement, Cody Hall dans un ring, on me demande entre Finlay et Cody Hall, mon choix il se fait Ah, mais faire il pour n'y a pas Finlay, photo. il y Hein. a pas photo. Et C'est que que Cody Codio, là, il est vraiment pas encore au niveau, hein, je trouve. et il est pas au Ils niveau ont d'un voulu me clan lancer dans le comme le club. Bullet Club, exactement. ouais, C'est ça. il est Voilà, vraiment très très bien. alors c'est un peu l'écuyer du clan, mais quand t'as un gars qui est aussi baraqué que ça, tu t'attends à qu'il soit un peu plus destructeur et Ouais, et il c'est sert ouais, juste à porter le leader. c'est un peu ça. Surtout quand le Il mec sert à porter le leader, c'est un peu ça. surtout quand le mec je crois que c'était au dernier Wrestle Kingdom, le mec il s'était ramené derrière Tamatonga et que t'as Tamatonga qui est genre un peu plus petit et un peu moins baraque que lui, tu vois, et genre c'est le mec enfin, je sais pas, je trouve ouais ça faisait un peu bizarre, tu vois, et que c'était Alors ce que non, mec là qui était c'est juste un petit rookie. Ouais, ouais, c'est ça, enfin, c'est il juste un petit impose par la rookie qui taille, mais voilà, pas tu vois. forcément par le talent en fait. C'est ce qui est un Ouais, peu voilà. Ouais, dommage en soi. c'est ça. Ah, il va peut-être progresser, hein, il a encore le temps, mais c'est vrai que. Il a encore le temps de progresser, mais nous, on n'a plus le temps de parler de la NJPW. Son de cloche et on passe à la WWE. Mais oui, qu'est-ce que serait une émission de la Squared Circle Radio sans WWE? Un sujet Une réussite. important. Oh là là, la violence. Oh là là, l'autoclash. Alors, je tiens à dire que tu fais partie de l'émission quand même, Tim. Hein. C'est vrai. Donc, on va Vas-y. parler de la WWE et du centre de développement de la WWE qui a bien évolué au fur et à mesure des années. La Ohio Valley Wrestling, OVW, la NXT, le Performance Center, et on va Il y commencer. avait il y a eu aussi la FCW. Hein. La FCW, La la FCW, Florida Championship Wrestling aussi, bah on en parlera quand on parlera d'NXT, je pense. Mais on va commencer avec la Ohio Valley Wrestling, qui était le premier centre de développement de la WWE sous forme de fédération. Rome, est-ce que tu penses que c'était la meilleure alternative pour former des gens à la WWE, la OVW? Ouais, je pense. Il me semble d'ailleurs que la OVW, avant de devenir centre de développement de la WWE, était une vraie fédération. Oui, C'est-à-dire oui, que totalement. c'est- Ah, c'est- c'est une totalement. fédération indépendante comme C'est une la sorte de PWG. partenariat en fait. Ouais, c'est ça, comme la Et PWG l'est actuellement. qui faisait partie de la National Wrestling Alliance, qui plus est. Ouais, Qui c'est n'est ça, pas ouais. non plus rien à Pas rien noter. quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, le fait que t'as des gars comme Batista, comme John Cena, Randy comme Orton. Randy Orton qui sont sortis de la OVW, donc ouais, ça totalement. marchait plutôt vraiment pas mal, quoi. Ouais. Donc moi, je pense, ouais, le fait qu'ils essaient de reproduire ça avec NXT et un peu en quelque sorte la Evolve, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Wait and see, pourquoi pas. Mais le fait que la OVW a vraiment bien marché, donc voilà. Ah, moi je vois quand même une différence entre ça, entre la WWE et ce que tu dis avec la Evolve, c'est que la WWE, elle récupère des mecs qui sont à la Evolve, Ouais. qui ont du potentiel, etc. Alors qu'à la OVW, si je dis pas de bêtises, ils envoyaient leurs lutteurs à la OVW. Ouais, c'est Ah, ça. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est Ils ça. pouvaient les faire apparaître par exemple à l'ECW, qui était leur troisième brand un peu fourre-tout, on va dire, à l'époque, Bah, et apparaître en ouais. même temps à la OVW par la suite. Non, non, ça c'est plus tard. Là. Je crois qu'ils avaient déjà terminé le partenariat. Hein. La ECW, c'est Sûr 2006. Et la Ouais, OVW, c'est- je crois Ah, que c'est peut-être moi alors. C'était Ah, déjà non. la Après, il y a eu en fait. c'était la FCW qui arrive en Ouais. 2006 ou Ouais, c'est 2007. ça, oui, exactement. Ouais, je viens de vérifier, Et, ouais, c'est ça. donc quand ils ont commencé, c'était des lutteurs qu'ils ont engagés eux, la WWE, et Mhm. qu'ils envoyaient à la OVW Ça. en Bah, pré, enfin en développement là-bas. C'était dans vraiment une l'idée, fédération dans les alumni notables de la OVW, pour la WWE, on va dire actuellement, il y a quand même Batista, Brock Lesnar, Batista, mine de rien, Batista, Benjamin. Lesnar, Dolph Shelton Ziggler, Benjamin, John Cena, quand même, John The Miz, Mais c'est Randy ça. Orton, CM Shelton Punk. Benjamin, Tous Wade des Barrett, lutteurs Zack Ryder, c'est des lutteurs qu'on voit et c'est des actuellement à la lutteurs qu'on appelle WWE. des Made in WWE. Ils ont été Exactement. faits, bon, Ce Des qu'on Abac reproche Shows. de plus en plus à la WWE de ne pas Ils sont avoir, passés à la justement, c'est ça. OVW. Mais c'était un peu leur propre dojo, on peut dire. Ils Ah, ont été c'était formés clairement un dojo. pour être à la WWE. Mais on pouvait C'est pas pas dire que c'était des- un dojo parce qu'on était aux États-Unis, on est dans un monde occidental. Dans ce cas-là, bah, on prend une fédération qui marchait plutôt bien à l'époque, on la sous-traite
enfin la sous-traite, on la qui marche traite, bien, on mais s'en occupe. sans être très importante dans le sens Non, où les lutteurs ils sont pas très connus au niveau national, donc Non, c'est pas... et puis c'est pas une, quand on disait OVW à l'époque, on disait pas, ah ouais, mais je connais, il y a tel et tel à la. Ah oui, Non, c'est ça. c'était une fédération quasi fantôme, dans le sens où Régional. elle faisait des shows, elle était présente, mais personne n'en entendait vraiment énormément parler. C'était dans une toute petite salle d'ailleurs. Exactement. Et la WWE. Ils avaient leur public. Oui, voilà, ils avaient un Justement, public ils testaient les fait par lutteurs eux-mêmes. devant un Mais public. au final, c'était une fédération indépendante. Au final, en grossièrement, c'était ça, sauf qu'ils Ouais, faisaient c'est du ça, sport bah oui. entertainment. Ouais, C'était c'est- la différence de la OVW, c'est que eux, ils faisaient de l'entertainment. C'est ce qui a forcé d'ailleurs la WWE, enfin, ce qui les a amenés à les prendre en centre de développement. Et c'est vrai que la OVW, pour moi, c'était une excellente idée qui pourrait être faite avec la Evolve. On en a parlé lors des dernières émissions. Ouais, Mais enfin, ouais. oui. Il y a quand même un truc à voir avec la OVW, c'est que la OVW à l'époque était gérée par Paul Heyman. Ah bah oui, totalement. Mais Et ça change quand même beaucoup de choses. Donc voilà. bah ça change des choses, mais ça n'a pas empêché la WWE d'après rebondir sur la FCW et NXT par exemple. Alors que c'était pas Heyman. Je pense que c'était Ouais, un mais attends. concept pour On va juste faire un exemple. Là, tu nous as cité tous les mecs qui sont sortis de la OVW sous Ouais. Paul Heyman. Maintenant, sors-nous des mecs qui sont sortis de la FCW sans Paul Heyman. Bah Seth Rollins. Enfin, oui. Ouais, Seth Rollins. Ouais, mais il était déjà connu avant avec la Il Ring était of déjà Honor. Ouais, mais voilà, c'est pas vraiment- dans ce cas-là, avec l'essor de la Ring of Honor, tu peux citer personne à la FCW. Si, Roman Reigns. Il y a Si, t'as Roman Roman Reigns. C'est Roman peut-être le Reigns, seul. qui C'est est peut-être le seul, clairement. Et après, sinon, Ah, c'est non, quoi? il- C'est des Damien Sandow, c'est des Slater, c'est des mecs comme ça, tu vois. Cody Rhodes. Cody Cody Rhodes, Rhodes, Ted ouais, DiBiase, ok. du coup, aussi, ouais, avec la même. Ouais. Après, c'est des dans la mecs même qui genre. étaient talentueux, Ouais, Wade c'est Barrett, ça. tout ça, mais ils ont pas été pushés comme il faut, ça c'est un autre problème. Mais c'était quand même Ouais. des mecs talentueux et qui auraient pu réussir aussi. Hein. Ouais, mais Ricky Steamboat aussi, junior. Aussi, c'est Ouais, vrai. Qui Bodas. avait énormément Ouais, de lui, talent. Enfin, bon. Il était blessé, ouais, il a dû arrêter sa carrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai, enfin, c'est totalement logique ce que tu dis, Rom, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le problème, c'est que la WWE, et on va rebondir sur le second sujet de cette partie, c'est que la WWE, de nos jours, a choisi quelque chose totalement différent avec le Performance Center. Tim, on peut faire un parallèle entre les dojos japonais et le Performance Center? Je pense, oui, c'est vraiment un endroit où les lutteurs vont se développer, vont apprendre à... En gros, soit ils vont former des lutteurs eux-mêmes, donc souvent c'est des gars qui viennent un autre sport, ou des mannequins, ou enfin, des gens qui n'y connaissent rien au catch, on va dire. Mhm. Ouais, Ils vont être formés là devant... justement, il n'y a pas de public. Donc c'est un vrai système d'école. Ouais, Ils sont, totalement. Et pour le coup, le Performance Center ressemble vraiment à un dojo. C'est un endroit où t'as 6 rings Oui. juste pour l'entraînement, quoi. Et Ouais, c'est c'est des ça, mecs enfin, qui s'entraînent c'est comme une ça très en bonne groupe, chose. quoi. Ça, Et- c'est une très bonne chose pour former leur propre star. Moi, maintenant, mon problème avec la WWE actuelle, c'est qu'en plus, bon, de former ces stars, c'est une bonne chose, mais ils vont trop récupérer de monde ailleurs. Et donc, c'est tous les lutteurs qu'on a à NXT maintenant, quasiment, c'est des lutteurs qui n'ont pas été formés par WWE Mm. et qui n'ont pas la... Comment dire Après, je pense s'ils font ça vraiment à la façon dojo NJPW, ça peut prendre plusieurs années. Et à ce moment-là, on peut être confiant dans l'avenir parce que vu les mecs qui entraînent au Performance Center, Ah oui, je bah, pense on risque d'avoir du niveau, tu vois. Genre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que là où la WWE a extrêmement bien joué, enfin, merci Paul Levesque, Triple aka Triple Ouais, H, d'avoir viré depuis le mode, quoi. exactement, d'avoir viré Bah, on a Shawn Michaels hein, comme nouveau... Mais oui, c'est ce que ouais, c'est ça. j'allais le citer tout juste. C'est qu'on a quand On même a- Shawn on a Michaels, on a Steve Ouais. Corino qui a fait un tour au Performance Center pendant la semaine dernière. Et on a tout le temps des intervenants comme ça. On a quand même Sarah Sarah Del Rey. qui entraîne Et puis les femmes. On a aussi l'ancienne Sarita là, À la à TNA, TNA, là. ouais, TNA. qui est enfin j'ai Sarah envie Stock. Voilà. oui voilà Sarah Stock, bien joué. J'ai envie de dire le Performance Center est d'une solidité au niveau Ah bah, des clairement. entraîneurs
que, enfin, c'est impressionnant. Tu peux pas être mieux Il formé. y a quoi. Billy Gunn Ah, aussi. oui. Qui est entré, À l'époque, on avait quand même Dusty Rhodes. Billy Gunn, il se fait virer. Il y a Robbie Brookside qui est aussi là, qui lui a Ouais, l'expérience un il y a, peu. il y a Giant Bernard, enfin, comment c'est son nom américain C'est Albert. euh, Mais il je... était Tensai. Ah oui, ouais, je Matt me souviens Bloom. plus de son vrai nom. Matt Matt Bloom, Bloom, qui voilà, est c'est d'ailleurs ça. l'entraîneur en chef, qui est Ouais, c'est ça, maintenant c'est non, le- c'est ex-trainer. le Shawn coach, Michaels. ouais. Shawn Michaels a pris la place. Ah ouais Non, Mais, non, non. Non, Ah Triple non. H a confirmé que c'était Ah oui, c'était bien Matt Bloom, mais le que head coach. Michael s'était Ah, présent Autre chose. Ouais. en renfort. Et j'avais que, le nom. ouais, que Shawn Michaels venait en renfort en tant Ouais, c'est ça. qu'entraîneur, et voilà. D'accord, ok. Mais pareil, voir des Shawn Michaels, t'imagines, tu rentres dans le Performance Center. Alors, on n'imagine pas un lutteur qui n'a un passif en indie. Je vous parle de quelqu'un qui serait Ouais, vraiment un vrai rookie qui self-made, débute sa carrière de qui catcheur. quoi. arrive et Voilà. qui rentre au Performance Center. T'as Il des est formé par conseils l'élite. de Shawn Michaels, de Matt Bloom, qui a une de Matt expérience de la Puroresu, mine de rien. Ah bah oui. Ouais, bah, De Sarah Stock, qui elle a l'expérience de la CML et enfin de la TNA. C'est énorme, et cette chose là qui a été mise en place par Triple H est vraiment vraiment impressionnante, et c'est pas quelque chose d'anodin qu'on voit un Performance Center et qu'on se pose les questions, ça ressemble un peu au dojo et tout. Non, c'est clairement inspiré de là, mais il faut être honnête, les vrais centres de développement de nos jours, faut que ça soit de l'apprentissage, faut pas que ça soit des fédérations. d'ailleurs, il y a des rumeurs c'est comme vrai. quoi Ouais, Asuka c'est ça, en fait. pourrait finir entraîneur aussi. Oui, entraîneuse, oui, exactement, vu ouais, qu'il entraîneuse il lui annonce pas un beau Performance. futur dans le main roster et qu'il lui offrirait plus une place d'entraîneuse Ouais. au Performance Center. Et c'est vrai que du coup, Ouais. ça donne à penser sur le fait que la Ohio Valley Wrestling c'était une bonne alternative, d'accord, mais ça servait pas à former, ça servait à mettre en avant des lutteurs. Là, on parle vraiment en formation, en développement pur et dur de lutteurs. Le Performance Center est vraiment l'endroit, enfin the place to be, on va dire entre guillemets, avec des gros guillemets, mais the place to be, c'est énorme. Si tu veux apprendre à lutter, ouais, c'est clair qu'il y a. C'est voilà, il y a c'est alors une vous allez me formation dire, énorme à c'est apprendre. totalement idiot, mais j'ai regardé Surf and Off il y a l'année dernière, et ça se passait au Performance Center, dans la plupart des parties techniques, on va dire, de in-ring, et c'est vrai que quand tu vois les infrastructures, tout ce qui a été mis en place, pour moi, Ouais, ça c'est fait de rêver. loin le meilleur investissement de la WWE depuis un bon bail. Depuis un long bail. Après le fait d'avoir réussi à obtenir des parts à la Full Sail University, parce que ça donne une vraie arène pour NXT, on en parlera plus tard d'NXT, mais la Performance Center est l'alternative parfaite pour former des lutteurs. Et quand on voit que Triple H a ce genre d'idée-là, quand on voit qu'il met en avant certains lutteurs, qu'il va chercher à l'indie, moi, ça nous fera revenir sur un débat, je pense qu'on aura dans des émissions futures, mais pour moi, le vrai cerveau de la WWE de manière sur le long terme, c'est Triple H. Il a une ouverture d'esprit telle sur la lutte de nos jours qui permet à la WWE de prendre un autre essor. Et même, enfin c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais pour moi, cette ouverture d'esprit-là, Stephanie McMahon ne peut pas l'avoir, Shane McMahon ne peut pas l'avoir, mais Triple H, en tant que vrai lutteur, vraiment imposé, enfin qui s'est imposé, qui a C'est vrai, su s'imposer. Contrairement à Vince McMahon, c'est pas un businessman, c'est avant tout un lutteur. Non, donc, c'est voilà. enfin c'est je vais pas dire que c'est un Vince mec McMahon qui a vu ce qui se passe derrière le rideau et exactement, comment ça se passe, et qui connaît tous les secrets du métier. Et en tu vois. plus de ça, il a l'intelligence d'être bon négociateur, d'être d'avoir de la gueule, d'avoir de la prestance. C'est quand même le gendre de Vince McMahon. Donc tu me diras que ça aide énormément. Mais voilà, moi je sais que le jour où il y a une merde et que Triple H se barre de la WWE, Triple H montrera son truc. Et ce truc-là écrasera toute concurrence. Parce que le mec a un agenda, un carnet d'adresses, pardon. Il a les idées, il a tout. Le seul truc qui le bloque actuellement, c'est son beau-père. Et ça bloque d'ailleurs tous les fans de la WWE actuellement. Mais c'est sûr. Mais on en parlera. Enfin, on se lance dans un débat un peu hors sujet. Mais c'est vrai que le jour où Vince McMahon partira, peut-être que justement on aura plus de self WWE made et ça sera peut-être un peu plus intéressant. On va parler parce que mine de rien le temps passe. Le point positif avec aussi, c'est que et juste pour revenir 2 secondes sur le Performance Center, la dernière fois que William Regal faisait des interventions et que Shawn Michaels a formé quelqu'un, ça a donné Daniel Bryan. Donc voilà. On va revenir à Triple H.
ouh là Et, là 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 là. Il nous vend du rêve, Laurent, avec ces anecdotes, c'est magnifique. Et ouais, enfin Triple H aussi, l'avantage que Triple H est là, c'est que enfin jamais t'as vu une rumeur comme quoi Triple H avait pris quelqu'un en grippe, tu vois. Oui, Euh, il a Vince toujours McMahon, cette les idée rumeurs de... comme ça, mais à tomber, tu vois, à pleuver. Tu disais ouais, Vince McMahon, il aime pas CM Punk, il l'a pris en grippe, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que la Ouais, plupart... il s'est engueulé avec Ponyman, du coup Ponyman il s'est barré, bah voilà, tu vois, C'est c'est vrai que comme ça. Alors que la Triple H, c'est plupart plutôt l'inverse. des... Ouais, Triple H, on entend plutôt qu'il prend des gens sous son aile Oui, que... voilà, c'est ça c'est ça. exactement ce que Triple j'allais H, dire. t'as l'impression il s'entend avec tout le monde, il s'entend bien avec tout le Bah, monde. la signature, enfin, tu vois bien, la signature de Finn Balor, enfin, de Prince David, Finn Balor, c'est lui. La Ouais, signature de Samoa Joe, c'est lui. La Vince aussi, signature, c'est lui, enfin, hein. c'est, voilà, il gère tout NXT en ce moment parce que Vince McMahon lui a donné de la liberté sur Ah, c'est NXT. son bébé. Et ça, on va pouvoir parler d'NXT par la suite. Et ça donne vraiment à NXT une dimension telle que moi, à l'heure actuelle, ce week-end, je suis plus intéressé par TakeOver que par les séries. Ça veut En vraiment fait, dire quelque chose pour moi. j'ai un peu l'impression, bah du coup on enchaîne bien avec NXT, j'ai un peu, Oui, j'ai un totalement. peu l'impression que NXT en fait c'est un peu le terrain d'essai de Triple H pour quand il prendra les rênes, tu vois. Oui, c'est totalement Et ça. On va donc... c'est peut-être pour ça qu'on voit pas plus que ça de rookies développer à NXT, c'est peut-être parce qu'il veut en faire son show, tu vois, et il veut en faire son terrain d'essai pour quand il gérera Raw et SmackDown, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Et moi je dis pourquoi pas, tu vois, on pourquoi va pas. parler de NXT pour conclure ce sujet sur la WWE. C'est vrai que c'est un brand à part qui prend énormément d'ampleur. Peut-être trop selon certains puristes qui diront que NXT doit quand même se cantonner au rôle de fédération de développement. Mais pour moi, j'ai envie de dire c'est bien. C'est bien parce que ça force Raw et SmackDown à faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire se bouger le cul. Pour moi, le premier takeover, ça a été une claque réelle. Et je pense je pense que c'était une claque monumentale pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, Et on voyait dans les sites de news, oui, les officiels râlent parce que Takeover a eu telle influence et que ils ont pas eu cette mise en avant, etc. Mais j'ai envie de dire à un moment donné, mais regardez votre boulot. Regardez votre boulot. Oui, Si ils étaient jaloux du succès c'était clairement de la jalousie. Mais si Il y au jour avait d'aujourd'hui... il y avait certains lutteurs du main roster aussi qui étaient, je sais pas si c'était même de la jalousie, c'était qu'ils étaient impressionnés de voir que Takeover, bah ça surpassait leur show, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors le premier c'était NXT Arrival. Pourtant le booking en lui-même à NXT n'est pas formidable. Les shows ne sont pas terribles. Mais vu que justement que c'est un show de développement, on est plus indulgent à propos de tout ça. Oui, et puis on se dit, oui, s'il y a des erreurs, s'il y a des gimmicks qui foirent, s'il y a des trucs comme ça, c'est un développement. Ils ont cette excuse-là, ce buisson derrière lequel se cacher et se dire, ouais, c'est un développement. Voilà. Et elle est là, la force d'NXT. Elle est là. Quelque chose, ça et c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça reste un show de développement et pas que ça devienne une troisième brand, exactement. Mais c'est vrai que si ça devient un troisième brand, et ben voilà, l'erreur ne sera plus possible. Là, les lutteurs peuvent tester des trucs. S'ils se trompent, ok, on est indulgent. Et c'est ça qui fait aussi la force de NXT. C'est pour ça que dans un sens, c'est toujours un show de développement aussi, tu vois. Heureusement. C'est pas une bande à part non plus. Et on le voit bien parce que quand ils envoient des lutteurs de NXT dans le main roster, ça marche pas forcément. Enfin, pas souvent. Exemple, Adam Rose. Adam Rose, son push à NXT était pas mal. Tyler Breeze, pareil. Son push à NXT était très bon. Le booking du main roster qui suit pas surtout. Oui, mais en fait, c'est pas les mêmes. Et du coup, t'as forcément une cassure à un moment donné. Et puis, il faut mettre quelque chose en place aussi. C'est que le public d'NXT est l'un des plus chauds d'Amérique. Et que de l'autre côté, t'arrives en main roster où t'as justement du main roster. Donc, tu passes dans du mainstream. C'est-à-dire que t'as tout et rien qui viennent voir la WWE. Et forcément, quand on t'adule parce que tu fais des beaux moves ou que tu fais des... Qui viennent faire leur show à Paris. Nous, on est chaud à Paris. C'est ça, mais venez à Paris. Venez, on va faire du bruit. Pour ceux qui étaient à Bercy, l'ambiance de Bercy au show était vraiment mais la WWE le voit quand elle part en Europe, quand elle part... C'est toujours le cas avec les gens qui voient pas du catch régulièrement, alors qu'aux États-Unis ils sont blasés, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est juste que je sais même pas si c'est vraiment ça, tu vois. T'as une habitude de voir les shows et du coup... Héros toutes les semaines chez toi, je pense pas que tu serais autant affolé. Déjà, je pourrais pas y aller toutes les semaines. Déjà, vu le prix des places, ça serait un peu chiant, hein, mais voilà, genre on a eu les shows à Strasbourg et Lyon la semaine passée, et la tournée en Europe en général, on voit qu'il y a une ambiance géniale. Dès que t'as des shows en Angleterre, t'as une ambiance comme pas possible. Tu le disais à Paris, le lendemain de WrestleMania,
lendemain de WrestleMania, c'est Mais le oui. public international qui est dans la salle. Mais C'est oui, public. et, Et là, du ça coup va ça payer gueule, et du coup ça gueule. On se souvient du WrestleMania avec Fandango, où dans le métro il y avait cette vidéo là du métro où ils chantaient tous. Ça doit être tellement génial à vivre en soi. Enfin, je pense que pour les amateurs de catch, c'est quelque chose que tu dois vivre au moins une fois dans ta vie, parce que ça doit vraiment être quelque chose. Mais voilà, c'est NXT a donné à la WWE une ampleur qu'ils n'avaient pas, l'ampleur indépendant. C'est un show indépendant dans une structure mainstream. Sauf que là où la WWE joue bien le coup, je vais dire en ce moment, c'est qu'elle prend de plus en plus son temps. Avec la draft, on a vu beaucoup de lutteurs d'NXT monter, mais là, je suis pas sûr qu'on en verra de sitôt remonter en main roster. Et l'avantage avec Raw et SmackDown, c'est qu'elle va pouvoir leur donner du temps. Donc, est-ce que la draft n'a pas été aussi est faite pour un peu rattraper le coup et dire hop, NXT, on est en train de faire de la merde quand on les fait monter en main roster. Peut-être Triple H qui a mis son veto sur certaines montées et qui a dit ouais, non, on va faire comme ça. Par exemple, Bayley, le cas Bayley. On sait très bien que Triple H ne voulait pas la faire monter n'importe comment. Alors malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas eu l'impact qu'elle aurait dû avoir sur la division féminine. Maintenant... Le problème, c'est qu'il y avait d'autres têtes d'affiche au même moment et que finalement, elle arrive en plein milieu. Exactement, elle n'avait pas la carrure d'une Charlotte ou d'une Sasha Banks, malheureusement. Elle aurait dû arriver après l'Innocel. Sasha Banks se fait entre guillemets blessé et t'as Bayley qui prend le relais et surtout qu'il y a cette amitié entre Sasha Banks et Bayley qui est énormément mise en avant et qui fait que on le sent gros comme une maison qu'un jour il y aura une rivalité en eux deux. Soit l'une soit l'autre, tu vois. Oui, je pense que Banks viendra, parce que Bayley avec sa gimmick ne peut pas tourner heel, selon moi, alors que Banks a clairement une gimmick de twinner, et du coup la je base, pense elle était heel, hein. Oui, il faut pas oublier que The Boss c'est de l'égocentrisme elle a tourné face de force parce que le public l'adorait. Oui, mais encore une fois, parce que c'est le public d'NXT et que NXT, quand t'aimes les lutteurs, qu'ils soient heel ou face, comme dans les fédérations indépendantes, tu les supportes. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas de heel-face divide dans les fédérations indie, ou alors qu'il y en a très peu, que pour certains lutteurs qui sont vraiment bien établis. C'est parce qu'à un moment donné, quand le public il a décidé d'applaudir tel ou tel lutteur, qu'il soit heel ou face, il s'en bat les couilles, il va l'applaudir. C'est ce qu'on voit de plus en plus aussi dans les shows du main roster. Hein. Oui, totalement. Avec AJ Styles et tout ça. Exactement. AJ Styles, il a beau être heel, il se fait quand même applaudir par une partie du public. Hein. C'est ça. Mais après, t'as toujours la partie qui hue quoi qu'il arrive, tu vois. Oui, mais oui, totalement. Mais voilà, il y a une véritable mise en œuvre d'NXT qui donne énormément à mon avis, de liberté à la WWE. Je pense que c'est parce qu'au départ NXT était un concept bancal. Je parle de l'émission NXT. Ah, c'était vraiment quelque chose. C'était bancal, ça a commencé à tourner en rond. Ils ont eu cette idée de justement de faire le show et ça a été une réussite parce que ils ont pris ce qui se faisait de mieux à la FCW. Ils ont pris des lutteurs qui étaient un peu en ralentissement dans le main roster, type Tyson Kidd. Et ça les a bien relancé certains. Hein. Et voilà, et Zack Ryder par exemple, qui a fait les eyebrows avec Mojo Rawley, et qui maintenant il est dans le main roster en tag team établi. C'est tout con, hein. Mais il faut se dire que NXT est un plus pour la WWE, mais attention, un plus de développement. Il faut pas, comme tu disais Tim, que ça prenne une telle ampleur qu'on dise ah bah NXT, bien sûr, c'est le 3e brand. Non. Mais je pense que quand Triple H il aura pris les manettes, je pense qu'on verra NXT se baisser un peu et redevenir vraiment un show de développement. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on verra plus de têtes en main roster et exactement. Je pense qu'il y aura beaucoup de main roster qui va vraiment se développer. Ouais, c'est ça. Il y aura beaucoup de moins de hype autour de NXT et parce que toute la hype sera sur Raw et SmackDown. va retrouver la place qui est la sienne entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et ça sera peut-être désolant pour certains fans, mais à un moment donné, quand t'es un show de développement, si après le main roster, ça vaut le coup. Oui, voilà, ils se tourneront vers ce qui paraît de logique quand tu vas à la WWE, c'est-à-dire regarder Raw et SmackDown. Et justement, après, l'avantage de NXT, c'est que si t'as Raw et SmackDown qui font vraiment de l'entertainment et ce que commence à faire NXT, ce qu'a fait NXT avec tous ces takeovers et tout ça, si Raw et SmackDown le font et que c'est divertissant et tout ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Et justement, à ce moment-là, NXT, avec tous les talents qu'ils ont in-ring au Performance Center ou dans leur roster, ça pourra faire une alternative à tout ce qui est divertissement et se concentrer uniquement sur le in-ring, tu vois, et vraiment faire un show de bonne alternative qui plus est. Ouais. Une très bonne alternative.
Son de cloche, messieurs, fin d'émission. Déjà, oui, vous direz, mais ça fait déjà 1 heure que vous nous écoutez, mesdames et messieurs. Et même si on prend énormément de plaisir à débattre, et que moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette émission, parce qu'en fait c'est une émission débat, on n'a pas forcément parlé d'actu. Cette semaine, on a plus débattu d'un sujet assez vaste qui nous a permis de fixer beaucoup de petits sujets. Et excellente idée qu'on doit quand même à Tim, parce que c'est lui qui nous a lancé sur le sujet de la Dragon Gate. Donc merci Tim pour cette semaine, pour l'émission de cette semaine. Tout de même, non, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, voilà. Merci à des experts puraux, voilà, pour apporter des précisions très C'est ça, exactement. Et il faut partager son savoir. Mais oui, et surtout à nos abonnés. C'est ça, voilà. aux auditeurs, à nos abonnés. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à réagir, c'est une émission débat cette semaine. Donc vos avis nous intéressent beaucoup dans les commentaires. On aimerait savoir... Une petite précision. Oui, vas-y. Ah ouais, n'hésitez pas à débattre. Juste pour annoncer un petit peu le programme de la semaine prochaine. Oui. On n'a pas parlé de Takeover cette semaine, mais donc la semaine prochaine, on fera un review sur les résultats. Oui, préparez-vous, la semaine prochaine, c'est un full WWE. Ah ouais, ça va être la semaine prochaine, vous allez bouffer de l'américain, ça va être violent. Vous allez vous taper les Survivor Series, Takeover, et je pense que on trouvera un autre sujet. Peut-être caler de la Puro. Peut-être. Ou de l'Indie, on verra. On va essayer. D'un côté seulement, un petit. Parce que là, Takeover et Series, ça va être quelque chose. En tout cas, je vous remercie pour cette émission, les gars. J'espère que vous avez autant kiffé que moi à la faire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, la semaine prochaine. C'était la Squared Circle Radio qui s'arrête pour l'instant. C'était Raccoon. Bonne semaine à tous. Ciao tout le monde. Ciao. Le mot de la fin. Le ciao de la fin. Allez, bonne semaine à tous.